Bonjour. Je m'appelle Tina. Je m'appelle Andrina. Et aujourd'hui, on va vous présenter un micro-podcast. Donc, le thème du micro-podcast, c'est deux histoires, une culture. On va parler de l'expérience de Charles-Édouard et de Gaël. on a invité une personne queer et une personne hétéro pour pouvoir nous parler de leur expérience. Comment est-ce que vous avez découvert votre orientation amoureuse et à quel âge? Alors, moi, je pense que j'ai toujours su, entre guillemets, que j'étais attiré par les filles hétérosexuelles, car je n'ai jamais eu d'autres attirances. Donc, pour moi, c'est naturel jusqu'à présent. Ça a commencé à, je pense, depuis tout petit, vers mes 6 ans. Voilà, des camarades certainement que j'aimais voir. Ok. Et toi? Ben, moi aussi, je l'ai toujours su, même si bon, c'est toujours un questionnement. Mais donc, depuis petit, je savais que je n'étais pas hétérosexuel. Ok. Depuis tout petit? Donc, et est-ce que vous en avez déjà parlé à votre entourage, votre famille? Est-ce que vous avez dû faire un coming out? Oui, enfin à ma maman, mais en fait, c'est jamais vraiment volontaire. Genre, déjà, les gens en me regardant savent déjà. Et puis, la question vient en confirmation. Mais bon, pour ce qui est de ma famille, c'était juste ma maman à qui je l'ai dit clairement. Sinon, c'est à mes amis. Moi, j'ai pas trop eu le souvenir d'avoir révélé mon orientation. Mais si une fois comme ça, je crois que je parlais avec ma mère, et puis je lui ai montré la photo d'une de mes copines. Mais voilà, ça n'a pas été plus loin que ça. Mais elle t'a jamais demandé, tu es gay ou tu es hétéro? Non, jamais. Ok. Ça s'est bien passé quand tu lui as dit que t'avais une copine? Oui, ça s'est bien passé. Et pour toi? Oui, enfin, comment dire, elle comprend pas. Genre, elle a l'impression que c'est nouveau et que c'est quelque chose qui est tellement compliqué. Du coup, en fait, elle se pose tout le temps des questions à mon sujet. Mais ce n'est jamais, comment dire, méchant. Ouais. C'est plutôt une curiosité. Ouais, une curiosité, elle essaie de comprendre. Mais ce sera jamais en fait mal perçu. Ouais. C'est cute, c'est cute. J'ai de la chance. Oui, parce que. Ok. Et est-ce que des personnes de votre vie ont déjà arrêté de vous parler à cause de votre orientation sexuelle amoureuse? Oui, après, c'était pas forcément des gens importants. Et je sais que des fois, même pour par exemple chercher du travail, ça peut arriver que des personnes soient réticentes à ma présence. Mais bon, ça n'a jamais été des personnes qui ont compté pour moi qui sont parties par rapport à ça. Non, je n'ai subi aucun rejet par rapport à mon orientation. Et vous pensez quoi du vécu des personnes LGBT en Martinique? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont acceptés par notre communauté ou que les personnes ont toujours des préjugés ou des ressentiments par rapport à ça? Moi, je pense que la plupart des gens tolèrent les LGBT. Ça veut dire que même ceux qui ne sont pas d'accord avec cela, ils ne vont pas forcément les agresser. De mon vécu, de ce que j'ai vu, généralement. Voilà, je n'ai pas vu de manifestation anti-gay en Martinique. Pourtant, il y a la communauté. C'est ça que je pense que globalement, les gens sont tolérants, même si ce n'est pas tout le monde qui est d'accord. Je ne suis pas forcément d'accord avec Charles-Édouard. Mais bon, je pense que c'est parce qu'on est dans deux contextes différents que du coup on ne voit pas les mêmes choses. Moi, de mon point de vue, en fait, comme il dit, il n'y a pas de manifestation en fait, des personnes qui vont se regrouper dans le but d'empêcher en fait, ces personnes d'exister. Mais c'est vrai que je trouve que dans les causes collectives, on a des comportements ou des expressions
qui vont tenter à dire que ben, c'est pas quelque chose de bien. Et du coup, en fait, comme on est tous un peu dans le même schéma, en fait, sur le même chemin, donc inconsciemment, on va se dire, ah ouais... un peu overlook. Ouais. C'est un peu comme le racisme banalisé. Voilà, en mode de... Genre l'homophobie banalisée. Ouais. Et qu'on ne considère pas genre ces trucs homophobes. Voilà, on c'est ça. a vu ça avec le mot homophobie, on va considérer comme une insulte, par exemple. Ouais. Genre, les gens disent que ça dépend du contexte, et ça dépend de la tonalité de la voix et de l'intention. Et de qui le dit aussi. Et à qui le dit, c'est ça. Mais voilà. Donc en fait, je trouve pas que c'est accepté. Après, je sais que moi, dans la rue, en fait, peu importe l'endroit, dès que c'est dehors, je me sens pas en sécurité parce que c'est déjà arrivé que des personnes tentent de me faire du mal. Mais ce n'est jamais arrivé, heureusement pour moi. Mais on comprend que l'intention de l'os est purement malsaine, méchante, mauvaise. C'est ça. Ok. Grande question. Est-ce que vous avez déjà douté de votre orientation sexuelle? J'ai pas eu l'occasion de douter. Moi, oui, ça continue. Je pense qu'après, c'est compliqué de se définir, puisqu'en fait, d'une situation à une autre, ça peut changer. Donc c'est pour ça que moi, je suis toujours en réflexion. Mais je me dis, est-ce que c'est si important que ça de se définir? Puisque quel est le but derrière? Parce qu'en réalité, si ça ne tient qu'à moi, de moi-même, je n'ai pas forcément le besoin, je ne ressens pas le besoin de me définir pour moi-même. C'est plus pour les autres qui veulent savoir en fait comment se comporter avec moi. Donc, oui, il y a des doutes. Et depuis toujours, d'ailleurs. Voilà. Et ça continue. Avec ce que tu dis, je relate énormément. Le fait de devoir ne pas avoir envie de se définir, mais devoir se définir pour les autres. Je pense qu'il faut que les personnes en face de toi puissent te caser. Est-ce que la télé ou les réseaux sociaux ont pu influencer votre façon de percevoir l'amour, de réagir dans la vie de tous les jours? Pas forcément dans une dimension de sexualité ou d'orientation amoureuse. C'est plus entre êtres humains, comment on se comporte et qu'est-ce qui pourrait être sain ou malsain dans une relation amoureuse. Moi non plus, ça ne m'a pas influencé sur ma vision de l'amour ou de l'orientation sexuelle. Vu qu'avant la télé, j'avais déjà la mienne. Mais j'ai vu des gens changer par rapport à ce qu'ils voyaient à la télé. Je pense que c'était des hétéro-curieux en voyant, comme il y a de plus en plus de personnes dans les séries, ce genre de choses. Donc il y en a qui vont commencer à... Voilà. Ok, oui. Le fait qu'il y a plus de médiatisation à la télé, tout ça, pour représenter, parce qu'on a un besoin de représentation, ce qui est totalement normal, parce que en fait, on ne va pas ouvrir la télé et tout on voit les mêmes personnes. Comme c'est pas les mêmes personnes, mais comment dire, on ne peut pas... pas... caractère, c'était le cas avant. Maintenant, il y a des quotas à respecter. Par exemple, une personne racisée, asiatique, tout ça. Une personne musulmane, une personne queer. C'est pour la représentation, comme tu as dit. Oui, et donc, en tant que quelqu'un qui a grandi en voyant, comme c'est homme-femme, le schéma typique de relations amoureuses, c'est le jour où j'ai remarqué que, il y a plus, que c'est là que je me suis questionnée, c'est réel. Comme ça, c'est réel, comme tu dis. Parce que, en fait, avant que je me questionne, j'ai peut-être eu des sentiments. Que, voilà quoi, genre, est-ce que c'est normal? Je vois que ça. Ah oui, est-ce que ce que je ressens c'est normal, voilà. Alors que je ne le vois pas dans mon entourage? Exactement. Et c'est là que quand tu vois, mais pour moi personnellement, c'est quand j'ai vu que c'est là que j'étais en mode oui, ok, je comprends. C'est pour ça que je ressens ces choses-là. Donc voilà. Parce qu'il y a des choses en fait, des problèmes qui n'est pas forcément hétérosexuel, tu peux rencontrer et en fait justement c'est là que tu vas te dire mais qu'est-ce qui se passe, genre jamais vu ça, c'est quoi? Prenons cet exemple de qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, genre
quel est le regard porté en Martinique? Est-ce qu'on en voit des couples homosexuels? Est-ce que, hors de ce schéma, on voit des familles queer? Est-ce que, enfin... C'est commun de les voir dans la rue? Je pense pas, hein. Moi, j'en ai pas vu. Moi, j'ai déjà vu des couples homosexuels dans la rue. J'ai déjà vu aussi 2 messieurs s'embrasser. Ah bon? Et ensuite des familles queer, c'est quoi vraiment? Famille queer. Des parents homosexuels par exemple, ou de femmes lesbiennes avec un enfant. Avec un enfant? Ouais. Alors, je sais que ça existe, mais je n'ai pas encore rencontré ça en Martinique. Voilà. Et vous? Moi non plus, en fait, je trouve pas ça commun. J'en connais, mais enfin pas de parents. Genre juste des couples. Mais ouais, non, je trouve pas ça commun. Ici? Ouais. Ben, moi aussi, j'en ai pas vu. Après, il y a aussi le fait que, je crois que c'est aussi du fait que les personnes queer en Martinique partent. Tu penses? Oui. Est-ce que vous croyez que c'est plus facile d'être queer là-bas? Oui. À l'Hexagone. Oui. Je pense que si on reste dans les grandes villes de France, oui. Ouais. Surtout dans surtout sur les grandes villes. C'est ça. Après, il y a de l'homophobie partout, on est d'accord. Oui, mais ça c'est legit. Il y a beaucoup plus de... C'est pas qu'il y a beaucoup plus de diversité, mais c'est culture, plus de mixité et... Je sais pas. C'est pas que ça ouvre les esprits, mais ça... Éveille quelque chose aux autres quand ils partent. Ça les éveille quelque chose quand ils partent. Tu penses que ça les éveille quand ils partent ou ils sont éveillés et c'est pour ça qu'ils veulent partir? That was a bar. À propos de la religion et des LGBT, est-ce qu'on peut être queer, antillais et croyant? Wow! Ouais! Je sais que... Ça fait beaucoup en même temps. Oui, queer, croyant. Je vais donner un exemple. Ouais. Il y a des personnes qui sont croyantes, mais qui ne pratiquent pas. Ça. Voilà. Oui. Ça veut dire que il y a certainement des queer croyants. Voilà. Ensuite, si la question c'est être genre un officier, genre pasteur ou prêtre, moi je pense que c'est pas vraiment compatible. Mais dans l'église, il y a des gens, par exemple, on dit que tout le monde vient avec ses défauts et c'est pour les changer. Ok. Voilà. C'est pour améliorer les défauts. Voilà, selon la vision de la religion, voilà, selon la Bible. Les Bibles ou différents autres livres, Coran, tout ça. Donc des personnes qui peuvent tromper leur partenaire peuvent être croyantes et puis arrêter parce que la Bible demande de ne pas le faire. C'est comme ça, c'est dans ce sens que je pense qu'il peut y avoir des croyants. Ok. Il y avait, c'est pas la Bible qui disait, c'est pas, il condamnait pas l'homosexualité, il condamnait les pratiques sexuelles. Qui ne permettent pas de se reproduire. Exactement, c'est ça que ça disait. Genre, mais ça a été instrumentalisé en disant oui, toutes les pratiques homosexuelles genre, sont écartées, sont. Comment on dit ça? Sont bannies, sont péchées, genre c'est le diable. Alors qu'en soi, la Bible disait que c'était aussi la masturbation qui était interdite et qu'il ne fallait pas pratiquer. Et la masturbation, c'est pas que homosexuel, par exemple. Du coup, voilà, je pense que quand même, il y a eu beaucoup... C'est pas cette vision très fermée et très avec un objectif, alors que si on lit ça correctement, c'est pas que les homosexuels qui sont combattus, c'est les pratiques... Non, bien évidemment, voilà. Dans la Bible, il n'y a pas que l'homosexualité qui est répréhensible. Il y a plein d'autres choses, même chez les hétérosexuels. Oui, il y a l'adultère, il y a tout un tas de trucs. Mais après, je pense que c'est possible et ça existe, je pense, des personnes antillaises, queer et croyantes. Ouais. Mais en fait, je pense que c'est à chacun de savoir s'il peut respecter en fait tout ce que ça implique. Parce que je pense que si on prend l'exemple de la religion catholique, il y a bien des gays qui servent l'église, qui sont sur l'autel. Et pour autant, ils sont queer, ils sont croyants. Mais justement, il y a des conditions à ça. Et c'est à savoir en fait si toi tu es prêt à ces conditions. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a aussi des personnes, mais je sais aux États-Unis, il existe des congrégations queer religieuses, que ce soit chrétiens ou autres.
Ouais. Ça existe aux États-Unis, je sais. Ici, je sais pas. Mais je sais que ici, juste le fait d'être queer et croyant, je dois faire le choix entre, ok, est-ce que j'assume le fait que je sois queer et que je continue dans la pratique, ça veut dire que je sors avec des personnes du même sexe ou je suis bi ou autre, est-ce que je l'assume ou est-ce que je suis croyant et que ma croyance, je rentre dans ma croyance au point de ne pas assumer ça. Et je choisis de suivre ce que ma croyance me dit qui est bien. Tu vois? Je ne t'ai pas donné d'opinion là-dessus. Il y a beaucoup de pression à être quelqu'un. Par la religion, tu veux dire? Oui. Ouais. Mais dans notre société actuelle. Aussi. Parce que quand tu es en face de ta famille, que ta famille est d'une façon, et que quand tu pars dans ta famille, parce que obligatoirement, quand ta famille est d'une façon, ils vont te construire comme ça. Et puis quand tu commences à te questionner toi-même en tant qu'individu, et que tu vois qu'en fait tu ne corresponds pas aux personnes que est ta famille, là tu vas commencer à te questionner, à prendre le choix. Est-ce que j'assume qui je suis en sachant qu'ils n'ont pas? Ou qu'ils vont me rejeter peut-être? Ou est-ce que j'assume pas qui je suis, je plais à leur image, je plais à la version confortable de qui je suis pour eux, tu vois, la version de qui je suis qui est confortable pour eux. Est-ce que je dois faire tout ça? Du coup, vers où évolue la jeunesse martiniquaise? Elle évolue vers où? Très bonne question. Enfin, le romantisme de Martinique. Romantisme, l'amour, Oui. la passion. Parce que genre, manger dehors et voir deux gens se tenir la main, Mais juste faire des des gestes affectifs, affectifs. c'est pas Ouais, ça. Hein. ça c'est, ouais. Genre, on est un peuple très solaire, c'est vrai. Mais pour les marques d'affection, que ça soit entre les parents, même moi j'ai grandi, j'ai jamais vu mes parents avoir des marques d'affection l'un avec l'autre. C'est comme ça. Chaud. Ou même mes grands-parents. tu vois. Et nous sommes une famille entière. Ben, après, je me dis que même si tu es queer, en fait, il y a aussi des chemins en fait, déjà tracés par rapport aux personnes qui se sont battues pour avoir certains droits et qui les ont obtenus par la suite. Donc au final, je pense qu'en tant que queer, en fait, tu ne sais pas forcément où aller, qu'est-ce que tu fais, avec qui tu le fais. Donc, vers quoi la jeunesse martiniquaise évolue? Vers où? Vers où? Vers où? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que par exemple ce phénomène de personnes qui s'en va justement pour être plus acceptées ailleurs, je pense que ça va continuer avec notre génération. Même si il faut reconnaître que de nos jours, il y a de plus en plus d'espaces qui sont créés et de moments où les personnes queer peuvent être elles-mêmes, rencontrer d'autres personnes qui les ressemblent et se sentir en sécurité dans le territoire. Parce que moi, parmi les jeunes, je vois de plus en plus de tolérance, pas partout, hein, mais comparé aux anciens, je vois plus de tolérance. J'ai l'impression que quand les jeunes personnes sont intolérantes, c'est ou parce qu'ils sont toujours dans la construction familiale de leur famille, ou c'est parce que leur religion. Ouais. Mais même avec leur religion, genre, si on leur demande est-ce que vous avez fait quelque chose à ces personnes-là, ils ont répondu non. Ouais. Ou ils disent moi je suis pas comme ça, eux ils font C'est ce qu'ils veulent, tu vois. Bon, c'est pas de l'acceptation complète, mais ils vont pas. C'est pas qu'ils vont pas aller la faire du mal, mais pas consciemment. Inconsciemment, sûrement. Mais. Oui, je voulais dire un truc. Tant que les gens qui partent reviennent pour recréer des trucs, pour up le game de la Martinique, genre partir, oui. Le game de la Martinique. Oui, parce que genre les gens partent, c'est vrai qu'ils partent. C'est vrai qu'ils partent avec un but, c'est vrai qu'ils partent faire quelque chose en France, mais revenez avec toute l'expérience que vous avez gagnée là-bas, ici, et apportez tout ça là. Tu vois? Genre, parce que l'évolution se fait pas seule. C'est vrai. Ouais, mais dans ma vie, les vrais battants, c'est ceux qui sont restés ici et qui se sont passionnés ici. Et ça, c'est le plus dur à faire. Ouais. Mais justement, il y a des personnes qui
lit, et puis d'autres personnes qui en fait n'ont pas cet élan. Ouais. Et qui en ont marre en fait. Aussi, Ouais. qui veulent pas tous les jours se C'est battre. ça. Parce qu'il faut beaucoup de courage justement, comme c'est dit. Donc après, je pense qu'il y a des personnes qui vont juste peut-être nourrir justement cette lutte, vouloir aider, mais qui ne vont pas être au devant de la manche. Tu voulais dire un truc? Ah oui, j'avais juste dit que tu avais dit que les vrais battants sont ceux qui sont restés ici. Ouais. Disons que je suis pas forcément d'accord parce que il y en a qui... Enfin, il n'y a pas forcément de comparaison à faire pour moi. Parce que ici, tu t'es battu, je suis d'accord, et tu as réussi à t'assumer ici. Mais peut-être qu'il y en a juste d'autres qui n'ont pas forcément réussi à se battre ici, mais qui se battent pour ici, là-bas, peut-être pour d'autres et pour eux-mêmes, et qui vont réussir justement à personnellement évoluer plus de leur côté en France. Donc ils se sont battus, ils ont réussi à assumer qu'ils étaient, peut-être pas en Martinique, mais ils ont quand même réussi à se battre pour ce qu'ils sont aujourd'hui. En Martinique aussi, ils se sont battus, le combat est dur ici aussi, très dur, mais disons que pour moi c'est plus le résultat qui compte, c'est pas la façon dont ça s'est fait. C'est pas oui, clairement. Voilà, c'est ça. Voilà. Je dis juste que les gens qui restent ici, c'est des battants. Oui, c'est des battants. Oui. Ouais. Mais après, genre, juste comme tu dis, le fait de genre partir, en tant que quelqu'un qui est parti en France, qui a vécu là-bas 1 an, quand tu pars, mais je suis partie, je suis revenue, je suis partie quand je suis partie, ça m'a aidé à vraiment stabiliser qui je suis. À stabiliser qui je suis hors de ma famille, hors des amis que j'avais avant, parce qu'ils ne sont pas tous là, hors de tout ce cercle que j'étais. Partir m'a vraiment aidé à réaliser que ok, je veux revenir, mais je ne veux pas revenir ici pour ne rien faire. Je veux venir militer à ma façon. Peut-être pas être en mode dehors avec la pancarte, tout ça, mais au moins dans des podcasts ou dans les associations ou en faisant de l'art ou je sais pas quoi, genre amener ma petite épice dans le ragoût, dans le mix. Tu vois. Donc voilà. Merci d'avoir participé à notre podcast aujourd'hui. Et merci à vous de nous avoir écoutés. À la prochaine. On espère que vous avez beaucoup aimé.